Donc, je vous propose de démarrer avec un exposé de Stéphane Clémençon. Stéphane, ici présent, est professeur à Télécom Paris Tech. Il est au sein du département TSI, donc c'est traitement de signal et images, et il anime un groupe de recherche au sein de ces départements. Ces travaux de recherche donc, sont en mathématiques appliquées. Bon, il convient de mentionner aussi, donc, il est aussi au sein de l'UMR LTCI du CNRS, et ces thématiques de recherche donc, se situent principalement dans les domaines du machine learning, approche plutôt probabiliste, statistique, stochastique, donc toute cette mouvance. Il est par ailleurs porteur de la chaire industrielle Machine Learning for Big Data et aussi responsable du certificat d'études spécialisées Data Scientist. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Bon, si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas. Voilà, et Stéphane va donc nous parler des grands défis et challenges dans le domaine du machine learning et big data. Voilà, à toi la parole. Merci. Vous m'entendez? C'est pas l'impression que ça marche vraiment. Et approche-le comme ça, tu vois. Donc bonjour. Donc, comme l'a dit Pierre, comme l'a dit David, pardon, je vais vous parler de big data et plutôt du volet mathématique du big data. Indubitablement, c'est quelque chose qui fait partie, qui rentre dans le contexte de la grande échelle et de la complexité. La complexité, ça pourrait être relatif à des données qui ne sont pas forcément volumineuses, mais en tout cas, ça fera partie d'un des 3 V qui décrivent les paradigmes du big data. Donc je vais m'efforcer d'abord de dresser un peu le contexte du type de recherche qu'on mène au sein de la chaire, au sein du département STAD, du département TSI, mais d'autres équipes de recherche à Télécom et dans l'Institut sont concernées par ces problèmes. Le groupe de Thalel qui va parler juste après moi d'ailleurs, je crois. Au-delà du contexte, je vais essayer d'expliquer ce que sont pour nous les problèmes mathématiques que posent les big data, le passage à l'échelle, au travers en particulier d'un certain nombre d'applications, parce que c'est un domaine qui est largement poussé par les applications, c'est-à-dire que les big data, elles n'ont pas été conçues dans les laboratoires, simplement un certain nombre d'avancées technologiques qui font que on a des données à traiter qui sont de vrais challenges. Et je déclinerai quelques thèmes scientifiques de la chaire Machine Learning for Big Data, qui sont une partie simplement de ces challenges scientifiques. La chaire n'a pas vocation à traiter tous les problèmes, c'est extrêmement varié, ça va de l'infrastructure à l'algorithmie et à l'analyse mathématique assez fine. Donc, le point de départ, comme je le disais, c'est le poncif habituel, c'est le déluge de données, c'est-à-dire que pour moi, quand j'ai commencé la recherche, les données, c'était quelque chose d'assez rare, très coûteux. On les collectait via des plans d'expérience, on sélectionnait avec soin les quelques variables qu'on allait analyser. Et beaucoup d'approches reposaient sur du pré-traitement et une expertise humaine, la construction de modèles assez rigides. Mais voilà, donc il y avait, disons, dans l'exploitation de l'information, le modèle en lui-même et les données jouaient un rôle équivalent, voire parfois le modèle en disait plus que les données elles-mêmes. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a une ubiquité des capteurs. Collecter les données en temps réel pose peu de problèmes et surtout le stockage n'en est pas un non plus. Donc il y a tout un tas de secteurs de l'activité humaine pour lesquels on a accès très facilement à ces données. Donc j'en ai cité un certain nombre. Jean-Philippe Vert parlera tout à l'heure
la médecine individualisée et des progrès de la biologie computationnelle. Mais aujourd'hui, l'Internet en particulier est un grand pourvoyeur de données. Les administrations publiques, l'open data, tout ceci fait que on a accès aux données et en même temps, il y a une conviction croissante que ces données peuvent conduire à un certain nombre d'avantages, peut être le moteur de croissance économique, de permettre d'optimiser de plus en plus de processus. Donc les données sont accessibles et on peut les gérer assez facilement du fait de tout un tas de briques technologiques qui ont été en particulier développées par les géants de l'Internet, Google en premier lieu, mais aussi Facebook, Twitter. Parce qu'effectivement, ces données sont tellement massives que les outils standards de gestion et d'analyse sont complètement obsolètes. Ce n'est pas nouveau de vouloir gérer des données, donc les vieux systèmes MySQL pour requêter des bases de données, des entrepôts de données extrêmement structurés. On se pose des questions liées à la représentation de l'information, à l'exploitation analytique, la CRM, la business intelligence s'appelait avant, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais voilà, l'aspect complexité et grande masse des données font que ces approches usuelles sont complètement obsolètes. Donc voilà, je disais en introduction, je parlais des 3V. Il y a un besoin de pouvoir traiter les données très rapidement, en temps réel, au fur et à mesure qu'elles arrivent, pour prendre des décisions, pour optimiser un certain nombre de processus. Donc on parle de velocity. Donc, il y a le caractère massif, c'est de ce second V, le volume. Et donc il y a eu énormément d'ingéniosité dans la parallélisation massive et dans le calcul réparti pour traiter justement ces problèmes liés au volume. Et des données, elles peuvent être de toutes sortes. Ici, Télécom, on a l'habitude de traiter des données qui sont des images, des vidéos, des signaux audio, des données de réseau, donc les réseaux sociaux. Les données à valeur graphe sont aussi des types de données qu'on est amené aujourd'hui à traiter. Et puis, vous avez toutes les avancées technologiques, donc les plateformes, les clouds. Donc, au passage, nous bénéficierons donc dans les semaines à venir d'une nouvelle plateforme, TerraLab, donc de l'Institut Mines Télécom et du GNES, qui nous permettra en particulier d'avoir à disposition un cluster Hadoop et de pouvoir utiliser toutes ces briques qui permettent de requêter des données dites peu structurées, d'être assez proche des données. Donc voilà, le point de départ, c'est une collecte facilitée, un stockage peu coûteux et très efficace, et la conviction partagée par tout un tas de secteurs de l'activité que les données vont être un moteur à la fois pour la technologie, pour la création de valeur économique, mais pour la science également. Donc la médecine, mais c'est aussi le cas de la physique, de la chimie. Il y a tout un tas de projets en ce moment autour de sciences dures et moins dures d'ailleurs, et big data. Donc voilà, il n'y a qu'à lire la presse aujourd'hui. Tous les secteurs s'intéressent aujourd'hui au big data, donc, les transports, mais aussi les bâtiments intelligents, etc. Il y a cette conviction. Donc, du point de vue mathématique, ces 3V correspondent à des problèmes assez concrets. Ce n'est pas seulement un buzz et un effet de mode. Il ne s'agit pas seulement juste de revisiter, de ressortir les anciens paradigmes statistiques,
Donc la variété, la complexité des données qu'on a à traiter pose un certain nombre de problèmes, simplement pour représenter l'information, pour la compresser, pour la traiter, souvent à des fins prédictives. Donc je parlais typiquement de données à valeur graphe, des grands graphes et des graphes évolutifs, des données textuelles et des textes éventuellement très bruités, comme les données que vous pouviez collecter via Twitter. Ce sont à la fois des données textuelles, mais en même temps aussi des données associées à un réseau social, vont nous poser un certain nombre de problèmes mathématiques. Le fait qu'il faille traiter les données en ligne, et non pas de façon batch, parce que voilà, la collecte des données ne s'arrête jamais, donc ça demande de définir des algorithmes de traitement qui vont être séquentiels, incrémentaux. Et puis la question de la volumétrie, donc de répartir les calculs, de les paralyser quand c'est possible, ou sinon éventuellement d'échantillonner ou de randomiser. Tout ça, ça correspond à des questions scientifiques très concrètes. Donc qui va nous renvoyer à ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire la discipline justement qui interface mathématiques et informatique et qui vise à traiter ces grandes masses de données de façon totalement automatique. Bon, il n'y a pas seulement ces questions-là, il y a les questions liées à la visualisation, des choses que moi je connais moins bien. Il n'y a pas que des mathématiques et de l'informatique. Dans le big data, il y a des questions liées à des aspects juridiques, des aspects sociétaux. Mais nous, ce qu'on va convoquer pour traiter les problèmes que j'ai mentionnés, c'est du machine learning et bien au-delà, d'une manière générale. Le bon langage, c'est le langage des probabilités pour décrire la variabilité des données. On a besoin d'expertise dans le traitement de données justement très complexes. Donc ça requiert des compétences dans le domaine du traitement du signal, de l'image, de l'analyse harmonique pour trouver des représentations efficaces de ces données très complexes, de l'analyse sémantique. Donc ça c'est plutôt le groupe de Thalel qui travaille sur ces questions-là. Un exemple sur lequel on travaille dans le contexte de la chaire, c'est l'idée de l'échantillonnage, c'est-à-dire d'utiliser comme des plans de sondage pour pouvoir traiter des données extrêmement massives, tellement massives qu'on ne peut pas les mettre en mémoire. Beaucoup de problèmes liés au machine learning requiert de calculer des statistiques en fait qu'on peut exprimer sur le papier, comme les statistiques qu'on calcule pour mesurer la pertinence d'un clustering, d'une façon de regrouper des objets par niveau de similarité. Et il s'avère que voilà, pour les masses de données qu'on observe, dont on dispose aujourd'hui, la plupart de ces quantités sont incalculables. Donc ici, je prends l'exemple de ce qu'on appelle des U statistiques, c'est-à-dire des extensions des moyennes statistiques, simplement, ce qu'on appelle... je vais moyenner, par exemple, sur toutes les paires, quand je veux analyser des préférences du ranking, où je vais essayer de prédire l'occurrence d'un lien dans un graphe. Donc c'est encore des moyennes sur des paires. Et la plupart de... Donc... Voilà, si je devais donner un peu le formalisme du ranking, qui est un problème phare du machine learning, j'ai un certain nombre de données avec des étiquettes, et puis je vais apprendre à les ordonner en fonction de ces étiquettes. Évidemment, dans le futur, ces étiquettes me seront cachées. C'est le problème, par exemple, des moteurs de recommandation ou des moteurs de recherche. Vous voulez, pour une certaine requête, apprendre à ordonner tous les objets du niveau le plus pertinent au niveau le moins pertinent. Donc, évidemment, quand vous faites tourner le moteur de recherche, vous n'avez pas encore le feedback de l'utilisateur, donc c'est un problème de prédiction et dont la performance sera mesurée simplement par le nombre de KU-play concordants. Typiquement, dans les bases de données que nous met à disposition Microsoft, K égale 5. 5 c'est le niveau de pertinence le plus élevé et K égale 1 le moins élevé. Et au-delà des équations mathématiques,
ce qu'on peut voir simplement, c'est que le calcul du risque, de la performance, est complètement impossible. Donc voilà, ça veut dire que nous on avait conçu un certain nombre d'algorithmes qui marchaient très bien en tout cas sur le papier. Du point de vue de l'analyse mathématique, ils avaient un certain nombre de vertus, ils étaient complètement optimaux. Simplement, quand on a voulu se confronter à un certain nombre de challenges, en particulier, je me rappelle la KDD Cup d'Orange, voilà, il fallait chaque évaluation ponctuelle de l'algorithme demandait de sommer sur 10 puissance 12 termes, c'était absolument infaisable. Donc, on travaille sur le remplacement de ces quantités par des quantités calculées sur des échantillons, une façon de remplacer donc ces mesures de performance empiriques par des statistiques un peu simplifiées. Donc l'idée, c'est typiquement ce qu'on appelle la U statistique incomplète. Ça va être pas une U statistique calculée sur un plus petit échantillon, une U statistique complète calculée sur un plus petit échantillon, mais la version Monte-Carlo obtenue en faisant des tirages avec remise sur tous les KU-play envisageables. Donc ça conduit à la fois à investiguer de nouveaux processus stochastiques. Le machine learning, la théorie en tout cas, repose sur la théorie de la concentration de la mesure et l'étude des processus empiriques. Mais essentiellement, ce qu'on sait étudier, c'est des statistiques simples, c'est-à-dire des moyennes indexées par des classes qui représentent les fonctions de décision, les règles de décision qu'on cherche à optimiser. Et là, ça nous amène à étudier donc des processus dont les coordonnées sont des U statistiques incomplètes. Donc toute la théorie était à faire, par exemple. C'est une recherche qu'on a menée dans le contexte du groupe. Et les résultats sont impressionnants, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup moins de données et pour autant on ne détruit pas la performance. Donc c'est le genre de résultat qui montre qu'il y a un gain à faire des choses très malines avec les données, à rééchantillonner de façon un peu sophistiquée. On obtient exactement la même vitesse d'apprentissage, c'est-à-dire que la performance sera aussi bonne, en tout cas du point de vue de la théorie, que si on avait utilisé toutes les données. Mais par contre, on a fait beaucoup moins de calculs. Et si on avait fait ça de façon naïve, par contre, on aurait totalement détruit la capacité d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose, non seulement on en est content, on a une jolie théorie qui permet d'étayer ce genre de choses, mais ça marche en pratique, c'est-à-dire que ça permet d'obtenir des règles très fortement prédictives pour le ranking, mais pour d'autres problèmes, pour le clustering, pour le design de moteurs de recommandation, avec beaucoup moins de calculs. On a, je parlais de la volumétrie et de la complexité. Aujourd'hui, on a accès à tout un tas de données, en particulier à valeur graphe. Simplement les représenter, c'est simplement de façon planaire, c'est un challenge. Ça correspond à des problèmes d'optimisation NP difficiles. Souvent, ce qu'on s'attache à faire, c'est essayer de détecter des communautés, de clusteriser ce graphe-là, de manière à avoir une méta-représentation qui permet de comprendre un peu la structure, la façon dont les connexions, dont les échanges se passent dans le graphe. Et aujourd'hui, non seulement on a des graphes qui correspondent à des problèmes d'optimisation quasiment, je veux dire, en tout cas insolubles avec les approches qui sont sur l'étagère, mais en plus on a des graphes qui vont être évolutifs dans le temps. Donc ça demande de développer, et c'est ce qu'on s'attache à faire, des programmes d'optimisation qui vont correspondre à des relaxations des programmes anciens, ceux qui fonctionnaient sur les petits graphes qu'on avait l'habitude de traiter.
Donc voilà, aujourd'hui, on s'intéresse à redéfinir ces algorithmes de façon à pouvoir traiter les données en ligne. Ce n'est pas parce que le graphe a un peu évolué qu'on doit reprendre l'apprentissage et sa clusterisation, par exemple, dès le départ. On s'intéresse aussi à l'impact de la randomisation. Qu'est-ce que je fais si je n'utilise pas forcément toute l'information du graphe? Est-ce que je vais détériorer le clustering? Est-ce que je vais rater des communautés? C'est le genre de problème auquel on s'attache. Je parlais de données, je parlais de ranking et d'essayer de données liées à des préférences. Aujourd'hui, dans beaucoup d'applications, on pense à l'e-commerce en particulier, vous pouvez tester un certain nombre de produits, par exemple, et les ranger par niveau de préférence. Mais pour chaque utilisateur, le nombre de préférences sera avéré, sera extrêmement faible par rapport au nombre de possibles. Et des préférences, ça peut se décrire mathématiquement par des permutations. Le problème, c'est que si n est grand, si le nombre d'objets proposés, je ne sais pas, par la plateforme d'e-commerce est grand, le nombre de permutations, lui, est complètement explosif, c'est en factoriel n. Et il n'y a pas beaucoup de techniques mathématiques qui permettent de rendre compte de préférences de façon efficace ou qui vont passer à l'échelle. Les modèles qui remontent aux travaux de Mallows, je sais pas, dans les années 50, pour modéliser justement les préférences, ne passent pas du tout à l'échelle. Et ce qu'on essaye de faire au sein du groupe, par exemple, c'est de développer des méthodes de représentation dites parcimonieuses de ce type de données. Un peu comme les ondelettes l'ont fait pour traiter les images. Aujourd'hui, le format JPEG 2000, ce sont des objets sophistiqués qui ont été produits par l'analyse harmonique computationnelle. Le problème du groupe symétrique, c'est qu'il n'y a pas d'addition, il n'est pas commutatif. Qu'est-ce que c'est qu'un bruit? On ne peut pas le modéliser de façon additive. Et tout ceci fait que le traitement de ce type de données est véritablement un challenge. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de développer, alors là j'ai carrément renoncé à mettre des équations, mais c'est une analyse par ondelette sur le groupe symétrique, donc qui demande de faire donc, de l'analyse harmonique non commutative. Donc on a développé des bases, on est en train de développer des algorithmes rapides de calcul des représentations qui vont nous permettre de regrouper les utilisateurs en fonction de leurs préférences, de prédire leurs préférences sur des objets qui n'ont pas encore été évalués, d'estimer des distributions. Voilà, c'est encore un exemple où la théorie peut avoir un impact. Les problèmes sont extrêmement difficiles, simplement les formaliser, c'est extrêmement difficile. Et la théorie peut avoir un impact très bénéfique sur la pratique. Donc c'est des choses qui ont vocation à être open source. Voilà, et je finirai sur l'aspect, je vais peut-être garder juste ce graphique-là. Dans le big data, on parle beaucoup de systèmes de programmation tels que MapReduce, où voilà, plusieurs machines communiquent vers une machine maître et l'information circule dans ce réseau. À Télécom, on a beaucoup travaillé sur la thématique réseau de capteurs et on travaille dans le domaine de l'optimisation distribuée. D'ailleurs, il doit y avoir un poster après qui traite de ces questions-là. Et on s'intéresse, donc cette fois-ci, on traite des cas où l'information est tellement massive qu'elle ne peut pas être centralisée dans un seul et même fichier. Même calculer une moyenne ou calculer une statistique extrêmement simple, c'est un défi ou c'est totalement impossible. On peut s'appuyer seulement sur des calculs locaux qui vont être faits donc, par des machines qui vont être reliées entre elles avec une certaine... on retrouve encore les graphes et les réseaux. Et l'idée, c'est de comprendre comment la structure de réseau peut permettre un calcul, cette fois-ci distribué, efficace, revisiter l'apprentissage, mais dans un contexte totalement distribué. Et on réfléchit à des protocoles, à des façons de communiquer nouvelles et éventuellement qui pourraient peut-être un jour supplanter les méthodes de programmation actuelles. Donc une question un peu ouverte aujourd'hui, c'est
c'est d'arriver à mesurer l'impact des propriétés de connectivité du réseau sur l'efficacité de l'apprentissage. J'ai fini, bon, juste voilà quelques références bibliographiques récentes qui traitent plus en détail des problèmes que je viens d'évoquer. Voilà. C'est une recherche naissante et ça ne couvre pas la totalité de ce qu'est le big data, ni même ce que sont les mathématiques pour le big data, mais en tout cas, c'est la vision un peu qu'on en a dans le groupe et dans la chaire. Merci Stéphane. Je vais prendre ça ou oui, mais Tenez, monsieur. On t'a justement un petit peu pressé, j'allais dire. Enfin, tu as eu le temps requis, mais on a essayé vraiment de le faire parce que je suis bonheur qu'il va y avoir pas mal de questions sur le sujet. En tous les cas, moi j'en ai plusieurs. Donc alors qui veut se lancer? Allez, il y a une question là. Bonjour, merci pour votre présentation. Sur le dernier point que vous avez évoqué, sur les topologies de réseaux, d'ordinateurs distribués, vous avez étudié quoi en particulier? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Dans le HPC, il y a beaucoup de réseaux d'interconnexion qui sont étudiés. Qu'est-ce que vous avez trouvé plutôt là, pas dans le calcul scientifique, les EDP, tout ça, mais dans l'apprentissage, quoi. Alors, comme je disais, là, c'est une recherche naissante. Pour l'instant, on regarde des réseaux qui sont donnés, qui sont complètement connectés. Tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Donc, ça peut s'étendre à des cas où voilà, on n'a pas ce caractère complet du réseau. Mais par contre, on n'arrive pas à développer une théorie qui montre l'impact justement de la connectivité. C'est un des thèmes de recherche qu'on va essayer de développer. Donc, voilà, est-ce qu'on peut relier ça aux propriétés spectrales du graphe? Donc, on a besoin de travailler aussi avec certainement des gens comme vous qui peuvent nous donner un retour sur ce qui est réaliste ou pas de supposer. Donc, c'est vrai que pour nous, tout est simple, c'est ontologique, il suffit de se donner une architecture. Mais ça n'a de sens, ce type de recherche, effectivement, que si on travaille dans un univers qui est un peu réalisable, en tout cas à moyen terme. Donc voilà, on n'a pas de résultats extrêmement, pour l'instant, je pense, utiles en pratique, mais c'est une direction dans laquelle on s'oriente. On parlera, je pense, à la pause. Merci. D'autres questions? Une autre là. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter à chaque fois? Oui, bien sûr. Jean-Philippe Vert, je suis chercheur à Mines Paris Tech en bioinformatique. Merci pour l'exposé. Je voulais savoir, de ton point de vue, quelle est la limite de la recherche en big data qu'on peut faire dans le milieu académique? Est-ce qu'il y a une limite et quelle est-elle? Et plus précisément, tu mentionnais par exemple la recherche sur les moteurs de recherche. Dans un cadre où les données, les infrastructures, tout ça sont propriétaires chez les géants du web, comment peut se passer une collaboration? Et est-ce qu'en tant que chercheur académique, même aimant l'industrie, on peut vraiment se confronter aux vrais problèmes de Google, ou est-ce qu'on est limité à faire des théorèmes qui seront peut-être utilisés par Google? Alors, comme c'était une de mes questions, je vais la prolonger, ça tombe bien, parce que justement, moi je me disais, tiens, est-ce que le phénomène big data ne va pas subir la même évolution que ce qui s'était passé, par exemple, pour le traitement de la parole dans la fin des années 90, où à un moment donné, c'est passé côté industrie, un intérêt très fort, et donc ça a, d'une certaine façon, tari quand même la recherche académique sur le sujet. Donc là, à partir du moment où des grands acteurs de type Google, etc., vont s'intéresser de manière très circonstanciée et rapprochée au sujet, quelle est la part qui va rester à la recherche académique? Est-ce qu'il y a des verticales sur lesquelles la recherche académique va faire la différence quand même?
En fait, je crois que c'est ce que j'ai essayé en tout cas de montrer. C'est certain que les big data, nous, on les a pas, donc on en parle. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas de plateforme. Les standards, ce sont ceux qui ont été justement en particulier élaborés par Google. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, c'est formaliser les problèmes un peu comme on l'a fait. Il y a des terrains sur lesquels je pense que Google n'ira pas ou n'ira pas forcément immédiatement parce que ils ont besoin de délivrer souvent à court terme. Et effectivement, on n'attend pas les chercheurs, ni ceux de l'Institut Mines Télécom, ni ceux d'ailleurs, pour trouver des façons de traiter ces big data. Donc ça, c'est évident. Pour traiter les problèmes de ranking, aujourd'hui, les gens essayent de... Alors, tu parlais de la parole, mais je pourrais parler aussi du traitement de l'image. Moi, j'ai fait ma thèse dans le domaine de l'analyse harmonique sur les ondes LED, justement. Ça paraissait des objets extrêmement... on avait exactement le même problème. Aujourd'hui, c'est devenu un standard. Aujourd'hui, les capacités de compression sont reconnues et sont utilisées. Et c'est vrai que c'est pas l'optimalité de ce genre de représentation et l'analyse fonctionnelle qui avait été développée, ça n'a pas été forcément quelque chose qui a été perçu directement par les industriels ou par les gens qui allaient traiter ensuite la transmission d'informations via le web. Mais c'est une réalité. Donc moi, je pense que la recherche qui peut être menée dans le monde académique, dans le big data, elle doit se faire en collaboration étroite avec des industriels parce qu'ensuite, on attend la preuve de concept. C'est un peu le sens de cette plateforme TerraLab, c'est d'essayer de tester un peu nos algorithmes un peu en grandeur réelle. Ce ne sera pas aussi réel que si Google le faisait, c'est certain. Mais il y a un type de recherche, je ne pense pas qu'il y ait de programme sur l'analyse harmonique non commutative chez Google aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut faire ici, une recherche très en amont et dont on peut espérer qu'elle ait un impact très fort. De la même manière, quand on parle d'échantillonnage, d'utiliser des techniques de sondage pour traiter des données massives, sans pour autant détruire complètement la performance, sans jeter trop d'informations, aujourd'hui, les gens les utilisent, mais les utilisent mal, et on peut montrer simplement sur des exemples qui ne sont pas forcément les exemples complètement finalisés, que faire ça intelligemment, comme le suggère la théorie, ça a un certain nombre de vertus et ça surpasse les techniques usuelles. Donc je pense qu'il y a énormément de problèmes méthodologiques liés au big data, auxquels ne vont pas s'attacher forcément les industriels. Mais ces problèmes n'ont de sens, ils sont motivés par les applications, donc ils n'ont de sens que si on travaille avec eux. Donc voilà, c'est le sens de la chaire industrielle Machine Learning for Big Data, c'est de pouvoir ensuite tester nos approches et d'intégrer les contraintes des industriels. Donc moi je pense qu'il y a de l'espoir, sinon on ne se serait pas engagé dans cette voie-là. Et les thématiques, je pense qu'on aborde, elles sont assez originales. Moi, je pense que il y a la dialectique est entre le fait de se positionner sur l'ensemble du champ Big Data qui est très large, ou bien choisir quelques raies du spectre sur lesquelles on fait la différence, tant avec les industriels qu'avec les autres acteurs, mais en particulier avec les industriels. Donc c'est ça. Donc tu as mentionné effectivement la recherche sur le... Qu'est-ce que tu disais sur le... Mince, je ne trouve plus mes mots. Qu'est-ce qui est non commutatif? Harmonique non commutatif sur oui. Voilà. Donc là-dessus, ça c'est une raie du spectre, mais y en a-t-il d'autres de ce type-là sur lesquels on dit bah oui, là c'est sûr que les industriels ne vont pas être. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs non plus. Notre but, c'est de mettre au point en fait aussi un cadre de validité pour ces techniques-là, de les comprendre mieux et de les améliorer. Et l'histoire du machine learning, c'est un peu celui-là. Au début, ça vient des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle. Les algorithmes ont toujours été inventés avant
toujours passé avant la théorie. Ceci dit, la théorie a permis ensuite de revitaliser complètement la discipline. Donc c'est un peu cette histoire-là, et je pense qu'il y a un fonctionnement intelligent qui peut perdurer dans cette discipline. C'est sûr que c'est quand même, on est dans une situation un peu nouvelle, dans le sens où il y a peu de sujets sur lesquels il y a comme ça un engouement assez en amont, à la fois industriel et académique, quoi. Le big data, il est caractéristique de ça. C'est-à-dire que tous les industriels parlent du big data et tous les académiques du domaine en parlent aussi. Tu vois, sur la plupart des domaines, tu vois, des nouvelles explorations en recherche, tu as d'abord une activité académique qui dure un certain temps, puis un jour, il y a un intérêt industriel. Le big data en tant que tel, tu vois, enfin, en tous les cas, du moins, ce que peut recouvrir ce vocable suscite d'ores et déjà et très fortement un engouement industriel d'emblée, quoi. Donc tu vois, oui, mais justement, ça marchait à mon avis par la force de l'exemple. Si on pense par exemple à un algorithme comme PageRank de Google, ça paraît tellement naïf, c'est pas quelque chose qu'on aurait effectivement pensé dans un laboratoire. C'est tellement frustre qu'on n'aurait jamais pensé que quelque chose comme ça puisse marcher sur le web tout entier d'ailleurs. Donc il y a eu énormément d'intelligence liée à la parallélisation et à la répartition des calculs chez Google pour mettre ce genre de choses en œuvre. Et aujourd'hui, voilà, ça montre que c'est possible de créer de nouveaux services très efficaces à partir des données. Donc pour nous, effectivement, c'est une bénédiction, parce que ça fait longtemps qu'on essaye de promouvoir l'intérêt d'avoir des données et des techniques avec la capacité justement d'en extraire une information utile. Et aujourd'hui, c'est une conviction que tout le monde semble partager, donc il faut absolument s'approprier les challenges du big data. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Philippe. Il y a d'autres questions là quelque part dans la salle. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je suis sûr que ça pourrait se poursuivre à la pause. Je remercie Stéphane à nouveau.